La France a fini par condamner le soutien que le Rwanda apporte au groupe M23, auteur des atrocités commises dans l'est de la RDC, et demande que les processus de Luanda et de Nairobi soient intégralement mis en œuvre. Environ 20 corps sans vie ont été découverts dans 5 villages de la chefferie de Walé-Sévon-Koutou au territoire d'Irumu en Ituri. D'après les ONG des droits humains, il s'agit encore d'un acte terroriste initié par les rebelles ADF. Messe d'hommage aux victimes des inondations des pluies diluviennes abattues à Kinshasa dans la nuit du 11 au 12 décembre, organisée à l'esplanade du Palais du Peuple ce mardi. 167 personnes ont péri lors de ce drame. Début également des obsèques officielles à Maïcha Park d'Elisabeth Chalamwana, artiste musicienne congolaise décédée le 10 décembre. Durant 4 jours, le monde artistique, la famille biologique ainsi que tous ceux qui l'ont connue peuvent se recueillir avant l'inhumation. Le journal sur Télé 50, bonjour à tous. Une messe de Requiem est organisée ce mardi en hommage aux victimes des récentes inondations. Vous le savez, survenues dans la ville de Kinshasa, à l'esplanade du Palais du Peuple. 167 personnes ont péri à la suite de ce drame. Le gouvernement a pris en charge les frais funéraires, mais pendant ce temps, la Mételsat annonce des fortes pluies avant la fin de ce mois. Il y a donc lieu de réfléchir sur l'urbanisation de la ville. Et sur ce plateau, on fait le point avec Vanel Moudimbi, qui est notre invité, ingénieur urbaniste. Bienvenue, Vanel. Merci, madame. Presque chaque année, on compte des morts à Kinshasa après les inondations, une situation qui est due, entre autres, à une certaine politique ou un certain manque de politique d'urbanisation. Ok, je commence d'abord, merci pour l'invitation, je commence d'abord à présenter mes condoléances aux familles éprouvées suite à ces drames à répétition dans la ville-province de Kinshasa. Donc, comme vous venez de les soulever, la ville de Kinshasa est une mégalopole qui subit de plein fouet les phénomènes d'urbanisation anarchique qui est essentiellement dû au manque d'une politique d'urbanisation claire, viable et au respect des prescrits urbanistiques, ce qui est déplorable. Et pour ce cas précis, la météo annonce des fortes pluies dans la ville de Kinshasa et quelques habitations sont encore situées dans les zones érosives ou à risque. Les familles devront-elles être déplacées? Comment voyez-vous cette situation? Hélas, madame, c'est triste de le dire. C'est vrai que quand de tels drames surviennent, il faudrait prendre des mesures d'urgence avant, un peu plus tard, penser de manière rationnelle comment trouver des solutions pérennes qui puissent éviter à ce que telle situation puisse se reproduire. Donc nous sommes dans une période pluvieuse dans la ville-province de Kinshasa, nous le savons tous très bien. Face à ces drames, compte tenu de la précarité du tissu spatial de la ville, du manque des ouvrages d'assainissement qui puissent permettre à ce que chaque fois qu'il y a pluie diluvienne ou ce qu'on appelle une crue rapide, que les eaux puissent être canalisées de manière rationnelle et éviter à ce que pareil drame puisse arriver, nous sommes obligés de tirer la sonnette d'alarme pour prévenir les compatriotes qui vivent dans des zones à risque, de prendre toutes les mesures nécessaires pour se mettre en lieu sûr. Parce que comme la Mételsat l'annonce, si forte pluie il y a dans la ville de Kinshasa dans les prochains jours, c'est triste de le dire, on risquera de revivre encore les drames d'il y a quelques jours. En tant qu'ingénieur, au niveau de la corporation, avez-vous déjà fait des propositions au gouvernement ou une démarche dans ce sens? Madame, au moment où nous parlons avec vous, il y a au niveau du Parlement la loi qui doit organiser l'Ordre national des urbanistes congolais. Cette loi est en souffrance depuis plusieurs années. Et donc, le problème est que l'autorité, que ce soit l'autorité urbaine ou bien les autorités au niveau national, manquent cette volonté-là. Parce que si vous devez savoir que l'urbanisme ou l'urbaniste ne peut pas agir seul. L'urbanisme fonctionne avec une composante très importante qui est le pouvoir public. Donc nous pouvons bel et bien réfléchir. Déjà, je peux vous rassurer que les urbanistes, nous réfléchissons tous les jours. Et chaque fois qu'il y a
nécessité qui a besoin de réfléchir, de faire des propositions par rapport aux thématiques qui cadrent avec les aspects de l'urbanisme dans la ville, mais c'est maintenant aux autorités de pouvoir prendre cela en considération et de les appliquer, parce qu'on peut bel et bien réfléchir, c'est au pouvoir public de pouvoir agir pour faire respecter les prescrits urbanistiques. Merci beaucoup Vanel Moudimbi, vous êtes ingénieur urbaniste, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci madame. Environ 20 corps sans vie ont été découverts dans 5 villages de la chefferie de Wallis-et-Vankoutou au territoire d'Irumu en Ituri. D'après les ONG de droits humains qui livrent cette information, ces personnes ont été tuées mercredi 14 décembre par des rebelles de ADF à Ipanza, Kazaro, Ntume et Mwangoulou. Je l'annonçais dans le sommaire, la France condamne le soutien du Rwanda au mouvement rebelle du M23 qui a massacré au moins 131 civils fin novembre en République démocratique du Congo. Une condamnation qui intervient après celle des États-Unis et de l'Union européenne. Mais Paris est-il sincère dans sa position, s'interrogent plusieurs observateurs. Nous ne pouvons pas nous arrêter à leur déclaration condamnant le Rwanda et faire le contraire, parce que pour le moment la RDC a besoin du soutien militaire. Quand la France soutient l'armée rwandaise avec 20 millions, tout ce qu'ils peuvent dire là c'est rien. C'est d'abord libérer les matériels de la RDC pour que notre armée puisse être à même de bouter dehors cette agression. Donc moi je trouve qu'ils ne peuvent pas nous flouer avec ces discours-là, ils doivent faire mieux que ça. Concrètement, la France doit cesser son soutien militaire au Rwanda pour soutenir la RDC. Parce que nous avons acheté notre armement. Pourquoi il faut bloquer cela pendant que la commission de l'ONU reconnaît que la RDC n'est pas sous embargo? Oui, la prudence est exigée, mais nous devons continuer sur le plan diplomatique parce qu'il faut dire là, la diplomatie est en train de porter ses fruits. Souvenez-vous, la menace de quitter la francophonie fait bouger la France. C'est ça, nous devons continuer avec cette pression-là. Je crois que nous allons obtenir gain de cause. Ouverture des obsèques officielles de l'artiste musicienne Elisabeth Tchala Mouidikai dit Tchala Moana à l'espace Maïcha Park. La soirée d'hier était la première des 4 jours prévus pour cette circonstance marquée par la présence de plusieurs personnalités qui ont témoigné de leur attachement à l'illustre disparu. Ornée de vert et de jaune, la salle entière porte l'image de la reine du Mutwashi. Ces images anciennes et récentes renvoient au souvenir de l'artiste musicienne Elisabeth Tchala Moudikai en cette première soirée des obsèques officielles organisées à Maïcha Park. Tout démarre avec une réunion restreinte du comité organisateur de l'événement où l'on peut voir des figures d'époux de la presse congolaise et du monde artistique chapeautés par Jean-Marie Kassamba. Puis vient le mot de Jean-Marie Kassamba, l'un de ceux qui portent encore dans leur cœur des traces du passage de Maman Nationale, la reine du Mutwashi. Et nous avons aujourd'hui la preuve que Tchala Moana n'était pas la star de Congolais, mais plus la star mondiale en commençant par l'Afrique. En cette soirée, nous allons accueillir la délégation qui est venue de Brazzaville pour compatir avec la grande famille de la Maman Nationale. Je les invite en tout cas à venir signer les livres des condoléances. Ce n'était pas qu'un deuil, mais un peu plus la célébration de cette icône de la musique congolaise qui est partie en laissant derrière elle un héritage indestructible. La danse et les cocktails étaient au rendez-vous en honneur de sa mémoire. Signalons que ces obsèques qui ont débuté lundi 19 décembre vont se clôturer le jeudi 22 décembre prochain. Grâce à ces actions menées dans l'espace Grand Kivu, le député national Acheni Lukwebo a été récompensé par un brevet de mérite par les journalistes de cet espace. La cérémonie s'est déroulée ce lundi à Kinshasa, une façon d'encourager l'élu de Goma dans son engagement envers la jeunesse. C'est grâce à plusieurs actions menées dans le cadre du développement, du bien-être du peuple, ainsi que l'unité de toutes les communautés œuvrant dans les provinces du Nord et Sud Kivu, mais aussi sur toute l'étendue du territoire national, que le député Acheni Lukwebo a été récompensé par l'ensemble des journalistes de l'espace Grand Kivu. Merci beaucoup.
Ce brevet de mérite vient récompenser les efforts énormes réalisés par cette fondation, notamment dans le cadre de la gouvernance, l'encadrement de la jeunesse et la lutte contre l'insécurité. Surprise et agréable pour moi, parce que tel que je l'ai insinué, je ne savais pas que le monde entier suit toutes les actions que je suis en train de mener à travers la République démocratique du Congo et les Grands Kivu. J'appelle à la population du Congo et du Grand Kivu à s'enrôler massivement pour exprimer leurs droits civiques prochainement aux élections. Le brevet, en premier lieu, je le dédie à Dieu, celui le maître d'État et des circonstances, et je le dédie aussi à ma base. Récompensé, Romain Achini Lukwebo promet encore de faire davantage pour les populations du Grand Kivu. Le chef de l'État est attendu ce mardi 20 décembre 2022 à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Félix Tshisekedi présidera la 9e conférence des gouverneurs qui se tiendra du 21 au 23 décembre. Les participants vont pendant 3 jours se pencher sur le développement à la base. Ces assises ont aussi pour but d'échanger et trouver des pistes de solutions aux difficultés auxquelles font face les provinces de la RDC. Une opportunité donc pour le garant de la nation d'obtenir a priori l'adhésion massive de tous les chefs d'exécutifs provinciaux en ce qui concerne la mise en œuvre effective du projet de développement à la base de 145 territoires. Le processus électoral, les partis politiques s'organisent. C'est le cas de l'UNC par son président de la Ligue des jeunes, Yves Nsoal, qui a mobilisé la population de Mongafula à l'enrôlement. Ceci intervient depuis l'annonce de l'objectif électoral du parti de Vital Kamerhe qui va aligner au total 150 députés aux échéances électorales à venir. Le président de la Fédération de jeunes ne ferme pas l'œil pour l'accomplissement de ce vœu. Et ce dimanche 18 décembre, le président national de la jeunesse de l'UNC, Yves Nsoal, a fait vibrer la commune de Mongafula dont il est natif au rythme de la sensibilisation à l'enrôlement qui débute ce 24 décembre, soit dans une semaine ici à Kinshasa. Cette sensibilisation s'est faite à travers l'association Les Amis de Yves Nsoal, précisément au quartier Kindele. Je suis natif de Mongafula, c'est ma commune. Et la population de Kindele, c'est le premier bureau qui vient d'être inauguré aujourd'hui. Donc c'est à Kindele, voilà pourquoi je suis là. Mais en tout cas, je demande à nos mamans, nos jeunes, de s'enrôler massivement aux élections à venir pour choisir les jeunes. Parce que les jeunes ont de l'énergie, les jeunes ont de l'avenir, les jeunes c'est aussi l'audace. Voilà pourquoi je suis venu sensibiliser la population à s'enrôler massivement. Cap vers les élections, l'Union pour la nation congolaise UNC et les amis de Yves Nsoal ratissent large à quelques mois des élections à travers la FNJ et son président Yves Nsoal. Le parti politique de l'opposition Ensemble pour la République se réunit en congrès extraordinaire ce mardi à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga en vue de désigner son prochain candidat à la présidentielle. Son président Moïse Katumbi a regagné la province ce lundi. Pour quels enjeux et perspectives? Jean-David Kilolo se penche sur la question. C'est un congrès sous haute tension, sauf un préveu qui s'ouvre aujourd'hui à Lubumbashi, où Moïse Katumbi Tshapwe devra définir sa position après sa sortie médiatique sur RFI et France 24, où il a annoncé officiellement sa candidature à la présidence de la République et surtout son départ de l'Union sacrée. Difficile d'entrevoir ce qui va se passer à ce conclave, où les disparités sont clairement dessinées. Mais les leaders de cette plateforme savent à quoi s'attendre. Et déjà, l'on apprend la floraison de plusieurs candidatures. Daniel Safou, Laurent Onyemba, pour ne citer que cela, qui devra faire face à leur leader, Moïse Katumbi Tshapwe. Les heures qui suivent nous en diront un peu plus. Katumbi parti, on s'interroge maintenant sur les sorts des ministres Ensemble pour la République. Si certains, à l'instar de Christophe Lutundula, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Mohindo Nzangi, de l'enseignement supérieur universitaire, et Modeste Mutinga des affaires sociales ont déjà tourné les dos à l'homme des Kachobwe. Il y a des indécis tels que Christian Mwando du plan et Chéribin Okende des transports qui lui vouent encore une certaine allégeance. Pour combien de temps encore? C'est tout le problème.
Pour certains cadres de l'Union sacrée, l'annonce de Moïse Katumbi Chapwe de l'organisation de son congrès, c'est un non-événement qui n'émeut personne dans les rangs de l'Union sacrée de la nation. Pour ces cadres, c'est d'ailleurs depuis plus d'1 an que l'homme de Kacheboué avait organisé des consultations pour déterminer si lui et son parti devraient ou non quitter l'Union sacrée. Il cherchait pour des raisons d'intérêt personnel, estime les cadres de l'Union sacrée, le prétexte est le moment propice pour quitter l'Union sacrée, car la loyauté et le respect des engagements n'est pas de sa nature. En tout cas, 2023 s'annonce de plus en plus nuageux. En international, inquiétude après la validation des expulsions des demandeurs d'asile vers le Rwanda par la Haute Cour britannique. En avril, le gouvernement conservateur de Boris Johnson avait choqué en annonçant un partenariat avec Kigali pour y envoyer des migrants au seul motif qu'ils seraient arrivés illégalement au Royaume-Uni sans visa. En juin dernier, juste quelques heures seulement avant le décollage d'un avion, la Cour européenne des droits de l'homme avait bloqué les premiers vols au départ censés expulser des migrants vers les Rwanda. Cette juridiction avait déclaré qu'aucun avion ne partirait vers Kigali tant que la justice britannique ne s'était pas encore prononcée sur la légalité d'un tel accord. 6 mois plus tard, la Haute Cour de Londres a donc tranché ce lundi à la suite des recours des associations d'aide aux migrants. L'accord est jugé légal et il ne contredit pas la Convention de Genève pour les réfugiés. La Cour a conclu qu'il est légal pour le gouvernement britannique de mettre en place des dispositions pour envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda et que leur demande d'asile soit examinée au Rwanda plutôt qu'au Royaume-Uni. Selon un résumé du jugement publié par la Haute Cour, en avril, le gouvernement de Boris Johnson a conclu un accord avec Kigali pour expulser vers les Rwanda des demandeurs d'asile arrivés illégalement sur les sols britanniques. Une politique destinée à décourager les traversées de la Manche à bord des petites embarcations. Une première victoire pour un projet controversé. Le Royaume-Uni doit déverser 145 millions d'euros au Rwanda, de quoi financer les logements, la formation, l'éducation des migrants contre leur relocation sur les sols rwandais. Et en déplacement ce lundi 19 décembre au Bélarus, le dirigeant russe a rencontré son homologue bélarusse Alexandre Loukachenko. D'après Vladimir Poutine, ces pourparlers permettent de renforcer leur coopération avec la Biélorussie dans tous les domaines, notamment dans le secteur de la défense. Une visite qui inquiète quand même l'Ukraine, craignant une attaque russe à partir du territoire bélarusse. Arrivé à Minsk, le chef du Kremlin est accueilli avec un bouquet de fleurs par son homologue bélarusse. Une visite pour des entretiens avec son allié, Alexandre Loukachenko. La Russie et la Biélorussie se disent ouverts au dialogue avec les autres États. Alexandre Loukachenko appelle par ses faits les Occidentaux à écouter la voix de la raison. Pour sa part, Vladimir Poutine a insisté sur la coopération économique entre les deux pays. Une rencontre qui intervient au moment où l'armée ukrainienne surveille de près la frontière bélarusse, redoutant une possible attaque sur la capitale en début d'année prochaine. Vladimir Poutine prépare-t-il l'ouverture d'un nouveau front au nord, comme en février? Rien selon les services des renseignements occidentaux ne peut le dire. Toutefois, l'armée russe a déclaré lundi qu'elle allait prendre part à des manœuvres tactiques au Bélarus après l'annonce en octobre de la formation d'une force commune de plusieurs milliers d'hommes. À noter que la Biélorussie est un acteur particulier dans cette guerre. Son territoire a servi de point de départ pour les chars et les troupes russes qui sont partis à l'assaut de Kiev le 24 février dernier. Mais depuis, elle est restée discrète, ne se joignant pas à l'effort de la guerre russe, autrement comme base arrière. Et en sport, on parle encore de cette 22e Coupe du Monde. Après avoir battu difficilement la France dimanche en finale, les Argentins ont été accueillis triomphalement ce mardi lors de leur retour au pays. À l'occasion de ce 3e sacre mondial, le président argentin a décrété une journée fériée ce mardi pour savourer le sacre de Lionel Messi et ses coéquipiers. C'est devant une foule monstrueuse que l'appareil transportant la Libye céleste a atterri ce mardi à Buenos Aires. Léo Messi, le capitaine de l'équipe, était aperçu en premier sur l'escalier de la passerelle de l'avion, brandissant le précieux trophée gagné le dimanche dernier au Qatar à l'issue d'une finale alléchante contre la France. En cours de route, les joueurs seront acclamés par des milliers de supporters qui rêvaient voir ces trophées revenir au pays après plusieurs années.
Malgré la défaite de leur équipe en finale, les Français ont aussi réservé un accueil chaleureux aux Bleus de l'aéroport Charles de Gaulle jusqu'à la place de la Concorde. Les portes de la Coupe du Monde 2022 étant refermées, le pays africain en général et la RDC en particulier devront tourner le regard vers la Coupe du Monde 2026 en travaillant sur de projets sérieux pour essayer d'aller chercher ce premier sacre mondial en imitant l'exemple des Lions de l'Atlas qui ont écarté de la course les grandes nations lors du mondial au Qatar pour jouer les demi-finales. Place au rappel des principaux titres. La France a fini par condamner le soutien que le Rwanda apporte au groupe M23, auteur des atrocités commises dans l'est de la RDC, et demande que les processus de Luanda et de Nairobi soient intégralement mis en œuvre. Environ 20 corps sans vie ont été découverts dans 5 villages de la chefferie de Walese-Vankutu au territoire d'Irumu en Ituri. D'après les ONG de droits humains, il s'agit encore d'un acte terroriste initié par les rebelles ADF. Messe d'hommage aux victimes des inondations des pluies diluviennes abattues à Kinshasa dans la nuit du 11 au 12 décembre organisée à l'esplanade du Palais du Peuple ce mardi. Au total, 167 personnes avaient péri lors de ce drame. Début également des obsèques officielles à Maïcha Park d'Elisabeth Tchala, artiste musicienne congolaise décédée le 10 décembre. Durant 4 jours, le monde artistique, la famille biologique ainsi que tous ceux qui l'ont connue peuvent se recueillir avant l'inhumation. Merci de votre fidélité et excellente suite des programmes sur Télé 50. L'actualité reste en continu.